comprendre la crise maroco-allemande et pourquoi le Maroc n'est pas pressé d'entamer des négociations, malgré l'appel lancé par les Allemands, nous allons essayer de décrypter les dessous du dossier de cette crise. Mais avant, l'histoire récente de l'Allemagne, en bref. Mais repartons d'abord de 1990, date de la réunification qui met fin à la RDA et au rideau de fer et ouvre la voie à la normalisation de la République fédérale d'Allemagne. Souveraine, celle-ci est composée de 16 Länder, ou États fédérés sur 357 000 km². Elle s'étend du Rhin à l'ouest, aux fleuves Oder et Neisse à l'est, et de la Baltique au nord aux Alpes au sud. Géographiquement, l'Allemagne est donc centrale en Europe, dans des frontières inédites, moins étendues que le Saint-Empire romain germanique de 1648, moins orientale que l'Empire unifié d'après 1871, mais non coupée en deux comme sous la République de Weimar. L'Allemagne puissance centrale aussi par sa population, 83 millions d'habitants. C'est le pays le plus peuplé de l'Union européenne et par son économie la première de l'Europe, la 4e mondiale, avec un PIB de 3 436 milliards d'euros en 2019. Pour ce qui est du Maroc, pays impérial et millénaire. Situé à 14 km du continent européen, le Maroc se situe au carrefour de l'Union européenne, de l'Afrique et du monde arabe. La population est de 36 millions d'habitants et la capitale est Rabat. De tous les États musulmans actuels, le Maroc est l'un de ceux qui a préservé son indépendance le plus longtemps, plus d'un millénaire. Ses origines remontent à l'an 789, lorsqu'un prince arabe, Idriss Ier, descendant de Mahomet, fonde à Fès la dynastie idrisside avec le soutien des tribus berbères locales. Mais au XXe siècle, fin de l'indépendance. En 1912, en effet, le Maroc devient un protectorat français et espagnol. L'Europe, avec sa mentalité coloniale, n'arrive pas à changer de relation avec ses partenaires du Sud, qu'elle ne considère pas encore comme des partenaires à part entière. Il faut que ça change. Il faut que ça change, que ce soit le Maroc ou les autres pays du Maghreb, ils sont en train d'émerger et chaque pays essaie de trouver son chemin. Le Maroc est en train aujourd'hui de diversifier depuis le discours de Sa Majesté sur la diversification des partenaires. Nous avons de bonnes relations avec la Russie, de bonnes relations avec la Chine, nous avons de très bonnes relations avec les États-Unis. La preuve, c'est que la surprise divine pour les Marocains, la reconnaissance du Sahara, a changé complètement la donne au niveau régional. Le Maroc s'impose aussi économiquement, donc il devient un concurrent pour l'Espagne, il devient un concurrent pour la France, il devient un concurrent pour l'Europe, et ces pays qui ont longtemps utilisé le Maroc comme relais par rapport à l'Afrique n'arrive pas à comprendre cette situation-là et provoque de temps en temps des incidents qui malheureusement portent atteinte à la relation. Le Maroc, en tant qu'ancien pays impérial, dont la monarchie continue de gouverner depuis des siècles, c'est quand il faut avancer et quand il faut attendre, quand il faut couper les relations et quand il faut les renouer. C'était le cas avec beaucoup de pays dans le monde. Même l'administration américaine sous l'ère d'Obama en a payé les frais. Plus récemment encore, l'Allemagne et l'Espagne, qui se sont rendus coupables d'une abjecte conspiration contre le Maroc concernant son intégrité territoriale, scrutent aujourd'hui le ciel pour voir quand le Royaume va donner un signe de fin du gel des relations bilatérales. L'Allemagne a été membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Avant la fin de son mandat, l'Allemagne a pris une position négative à l'encontre du Royaume et de ses intérêts stratégiques, en appelant le Conseil de sécurité des Nations unies à une réunion d'urgence pour débattre de la décision de Donald Trump de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Ce pays qui n'est pas concerné par ce conflit s'est ouvertement proclamé porte-parole du séparatisme au Maroc. L'implication de l'Algérie et de l'Espagne dans la prise de cette décision est flagrante. Mais elle reste minime devant les intérêts allemands qui sont mis en jeu par le rôle joué en Afrique par le Maroc. De plus, toutes les analyses politiques montrent le continent africain comme le nouvel Eldorado de l'économie mondiale. L'Allemagne a longtemps orienté son activité diplomatique et ses investissements économiques vers l'Europe centrale et orientale,
et a longtemps délaissé l'Afrique. Ainsi, même si les investissements allemands vers l'Afrique ont évolué de 1,5 milliard d'euros en 2018, ils restent largement inférieurs aux investissements marocains. Alors que 65% des investissements allemands sont orientés vers l'Afrique du Sud, les investissements marocains sont répartis plus équitablement et plus largement sur le continent africain. Avec un gouvernement germanique en fin de mandat, les enjeux géopolitiques de demain se jouent maintenant, et le Maroc n'est pas pressé pour négocier, même s'il perd dans l'immédiat, une aide substantielle de 1,4 milliard d'euros qui lui avait été destinée au titre de l'année 2020. Ce n'est pas que le Maroc n'a rien à faire de cette somme conséquente, mais les enjeux sont beaucoup plus grands. L'autre enjeu, mis sur table par les Allemands, est le projet de production de l'hydrogène vert au Maroc, en collaboration avec l'Allemagne. Le gel des relations diplomatiques, engendré par cette crise, et initié par la diplomatie marocaine, met en berne ce projet très prometteur pour les deux parties. Ce qui nous amène à l'une des affaires les plus importantes dans le sous-dossier de cette crise. Parlons d'abord de l'état actuel de la transition énergétique en Allemagne. Ou le pari perdu de l'Allemagne. Suite à l'accident de Fukushima en 2011, Angela Merkel a décidé d'arrêter le nucléaire avant 2022. Un choix qui favorise la peur du nucléaire plutôt que l'urgence climatique. L'Allemagne s'est focalisée sur l'électricité en négligeant les transports, première source d'émissions de CO2. Et a laissé prospérer le charbon, gros pourvoyeur d'emplois, mais aussi de CO2. Même si les centrales à charbon devraient être arrêtées d'ici 2038, près de 50% de l'électricité allemande est encore issue de l'énergie fossile. L'éolien représente 25% de l'électricité produite, mais il sera difficile d'aller au-delà. Et les constructions d'éoliennes ont chuté de 80% par rapport à 2018. Malgré les centaines de milliards d'euros investis dans la transition énergétique, l'Allemagne n'a donc quasiment pas diminué ses émissions de CO2, ni ses importations d'énergie. L'Allemagne est une grande puissance industrielle et économique qui se trouve dans l'impasse de la transition énergétique. Nous allons nous concentrer sur l'enjeu de cette transition énergétique qui semble sourire au Maroc et comment elle peut impacter la compétitivité des produits allemands avec l'entrée progressive de la taxe carbone partout dans le monde. La production de l'hydrogène vert et la place importante qu'occupe le Maroc dans la production et la distribution de cette énergie pro-climat fait beaucoup de jaloux, dont les Allemands. Il y a de grands espoirs pour cette transition énergétique au sein du Royaume, pas seulement pour le Maroc, mais aussi pour un bon nombre d'industriels internationaux. C'est vous dire combien de pays cherchent aujourd'hui à plaire au Maroc. Les Allemands et l'Europe en général doivent changer leur façon d'envisager le partenariat avec le Maroc. Cette crise est venue pour mettre à jour les fondamentaux. À l'avenir, le Maroc devrait produire de grandes quantités d'énergie solaire et d'hydrogène vert et ainsi ouvrir la voie à la neutralité climatique, selon les calculs des Européens eux-mêmes. Effectivement, le Maroc est devenu un pionnier en matière de politique climatique et énergétique, pas seulement en Afrique mais dans le monde entier. Le Royaume poursuit des objectifs ambitieux de réduction des déchets carbone. Il est aussi activement impliqué dans les négociations internationales sur le climat. Le Maroc a accueilli la COP22 à Marrakech en 2016. Et fin 2020, le pays disposait déjà d'une capacité installée de près de 42% d'énergie renouvelable. En 2030, cette capacité devrait être de 52%. Actuellement, la centrale solaire thermique nord à Ouarzazate est considérée comme le plus grand complexe solaire au monde. En 2021, l'indice international de protection du climat, de Germanwatch, montre que le Maroc occupe la 4e position à 2 points du trio de tête et à 11 points devant l'Allemagne qui est à la 19e position. Désormais, le Maroc inscrit un autre objectif, très ambitieux à son agenda de politique énergétique. L'ambition est de devenir un leader mondial du marché de la production d'hydrogène vert et anticiper, ainsi le déclin des combustibles fossiles. La demande mondiale pour ce nouveau carburant vert, dont l'évolution est exponentielle, fait de sa production un véritable placement industriel d'avenir. Le Maroc est en position de force dans ce nouveau business lucratif. Si les Américains, les Britanniques et les Chinois ont déjà compris les potentiels avantages qu'offre l'alliance avec le Maroc, les Allemands continuent de penser qu'une politique d'extorsion vis-à-vis du Royaume, dans le dossier du Sahara,
peut leur permettre d'arracher plus d'avantages dans les prochains accords de production conjointe de l'hydrogène vert au Maroc. Ou du moins garder en main une carte de pression, qui pourrait leur garantir la protection de leur investissement. Dans tous les cas, ils ont mal calculé la réaction marocaine. L'intégrité territoriale du royaume étant une ligne rouge à ne pas franchir, les Marocains ont vite fait de remplacer le projet allemand par un projet portugais dont le budget est 3 fois plus élevé, soit 860 millions d'euros. Les maîtres de la diplomatie marocaine ont simplement claqué la porte en attendant l'arrivée d'un nouveau gouvernement allemand qui saurait mener des négociations, d'égal à égal, sur tous les dossiers conflictuels. Ils savent, aussi, que le royaume possède toutes les capacités, ainsi que le choix des alliances, qui peuvent le rendre très attractif en tant que fournisseur potentiel d'hydrogène vert. Ce potentiel de production en grande quantité d'énergie solaire qui est nécessaire à la production d'hydrogène vert est la raison pour laquelle l'Allemagne et l'Europe ont tant d'espoir dans la transition énergétique marocaine pour leur industrie. Le royaume qui bénéficie de conditions climatiques extrêmement favorables a déjà fortement investi dans les énergies renouvelables et se trouve, en quelque sorte, à proximité immédiate de l'Europe, ce qui peut réduire considérablement le coût de transport de cette énergie verte. Le Maroc, quant à lui, ambitionne de devenir un acteur mondial de la production de l'hydrogène vert, à partir de l'énergie solaire et éolienne localement produite. Auparavant, cette ambition a été fortement motivée par la demande internationale. Mais le ministère marocain de l'Industrie et du Commerce, présidé par M. Moulay Hafid Alami, a révélé ensuite l'intention du royaume d'écouler l'énergie verte produite au sein du Maroc lui-même. L'idée est d'inciter les industriels internationaux, qui veulent décarboner leur production, à venir s'installer au Maroc, aux portes de l'Europe et de l'Afrique, relocaliser leur unité de production et bénéficier de ressources humaines abondantes et qualifiées. Cette déclaration est une invitation directe aux industriels internationaux de venir s'installer et produire au Maroc. Une ambition qui ne peut être favorable aux Allemands qui veulent décarboner leur industrie localement. Le royaume peut se passer de l'Allemagne et trouver d'autres partenaires. Ou y aller directement grâce à ses propres ressources et compétences. Pour arriver à produire de l'hydrogène vert, il faut de grandes quantités d'électricité et de l'eau issue de sources renouvelables. Pour ce qui est de l'électricité, le royaume a déjà parcouru un long chemin dans l'exploitation du solaire et de l'éolien. Il faut le dire, le royaume du Maroc a adopté depuis 2009, sous les hautes orientations royales, une stratégie énergétique qui a fixé pour objectif la montée en puissance des énergies renouvelables, le renforcement de l'efficacité énergétique et l'intégration régionale. À l'époque, tout le monde y voyait un luxe pas vraiment nécessaire, mais la clairvoyance de la vision royale a mis le Maroc sur la voie d'un futur très prometteur. Revenons maintenant à la deuxième composante de fabrication de l'hydrogène vert qui est l'eau. Il faut de grandes quantités d'eau potable. C'est un défi pour le Maroc qui connaît une crise d'eau potable, à l'instar de beaucoup de pays dans le monde. Mais que le royaume a si brillamment su relever, notamment par le lancement de la construction de plusieurs usines de dessalement d'eau de mer. La plus grande usine de dessalement d'eau de mer de toute l'Afrique se trouve dans la région d'Agadir. L'eau de mer est acheminée vers l'usine en utilisant de l'énergie éolienne, provenant d'un parc éolien construit à cet effet. L'usine a été construite sur les collines avoisinantes et à une hauteur bien calculée, ce qui permet de distribuer l'eau produite sans avoir recours à aucune forme d'énergie électrique. Seule la force d'inertie sert à pomper l'eau vers le circuit d'eau potable de la ville d'Agadir et vers les champs de culture de toute la région. La capacité de dessalement de cette usine est phénoménale, elle peut produire presque 1 demi-million de mètres cubes d'eau potable par jour. Le Royaume du Maroc possède tous les atouts pour devenir la plaque tournante des énergies vertes et des produits industriels décarbonés. De son côté, l'Allemagne projette d'avoir des projets similaires avec l'Australie et quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, mais beaucoup de problèmes subsistent. La production de l'hydrogène vert, son exportation et sa distribution ne peuvent être réalisées de manière économiquement efficace, à court terme, dans des pays aussi éloignés. Avec le Maroc, l'Allemagne peut aller plus loin avec un partenaire fiable et prêt. Le port de Tanger-Med possède déjà les accords de coopération nécessaires avec celui de Hambourg. Enfin, il paraît clair que le fond du dossier de la crise diplomatique entre le Maroc et l'Allemagne est à majorité économique. Il ne faut pas oublier que ce pays a longtemps été divisé entre l'Est et l'Ouest, l'influence de la gauche y est très forte.
Angela Merkel est née et grandie dans l'Allemagne de l'Est. Tous ceux qui ont bu, un jour, du lait soviétique, continuent de sympathiser entre eux. C'est le cas des marxistes du Polisario et de l'armée algérienne. L'Allemagne sera toujours la bienvenue pour investir au royaume, mais jamais aux dépens de notre intégrité territoriale. Bravo le Maroc et bonne continuation.